Samedi, le Parlement des Républicains se réunit à Paris, à la Mutualité. Eh bien, c'est avec Virginie Calmels que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui n'est autre que la vice-présidente des Républicains. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, il y a beaucoup de sujets actuellement sur le feu qui sont compliqués pour le gouvernement. Prison bloquée, les Corses qui sont en colère, enfin les nationalistes corses en tous les cas. Deux ou trois autres sujets. Les nuages commencent à s'amonceler sur le gouvernement et le président de la République ? Peut-être, vous savez, c'est pas ce qu'on recherche. Moi, ce que je souhaite, c'est une France qui sorte de l'ornière. C'est le sens d'un engagement politique. Alors, on y est ou pas ? Et j'espère qu'on va y arriver. Malheureusement, vous faites confiance à ce gouvernement pour ça ? Malheureusement, aujourd'hui, je trouve que les signaux sont très bons en termes de communication et d'image, notamment sur la scène internationale, mais sont, de mon point de vue, pas à la hauteur des attentes sur les grands enjeux pour les Français. C'est quoi les que grands ce enjeux ? soit en matière d'emploi. Ça me semble clé, et notamment le chômage des jeunes qui reste préoccupant dans notre pays et très élevé par rapport aux autres pays, près de 25%, c'est un taux très élevé, et le chômage en général. 9 millions de pauvres dans ce pays, c'est quand même un échec de la politique. Oui, mais ça, c'est la politique c'est pas la politique de Macron, c'est la politique depuis 30 ans. Là encore, je fais le constat de ce qui peut préoccuper les Français. L'immigration, qui est un sujet majeur et sur lequel on ne doit pas faire l'impasse. La sécurité, la lutte contre l'islamisme radical. Bref, c'est ça, quand vous regardez les sondages d'opinion, que vous faites mieux que moi. C'est ça qui préoccupe les Français. Et c'est là qu'on attend des résultats du gouvernement. En dehors de l'islamisme radical, qui est quand même une réalité, on va dire, de ces 7 ou 8 dernières années. Le reste, c'est quand même, on a l'impression que ce sont des boulets qu'on traîne, droite et gauche confondues, au pouvoir. Yves Tréhard, vous savez, moi j'ai passé 25 ans dans l'entreprise privée. Si je me suis engagée en politique, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, on peut aussi proposer d'autres choses ou d'autres façons de voir, et que là encore, il y a une succession d'hommes et de femmes politiques qui ont fait des choses bien, évidemment, tout n'est pas à jeter, mais il y a encore des problèmes majeurs dans ce pays qui n'ont pas été traités. Vous êtes une femme d'entreprise et il y a quand même des méthodes un peu nouvelles. On voit Mme Pénicaud qui a réformé le Code du travail. On se dit que vous auriez pu être avec Mme Pénicaud, avec M. Blanquer au gouvernement. Vous citez, si vous citez M. Blanquer, je pense qu'il aurait pu être au gouvernement d'Alain Juppé ou de François Fillon. Aussi, il est au gouvernement d'Emmanuel Macron, et tant mieux. Moi, je m'en réjouis. Je pense que c'est une personnalité du gouvernement très intéressante et surtout très compétente. Pour autant, la politique menée par Emmanuel Macron ne répond pas aux attentes et à mes fondamentaux. Moi, je crois qu'il faut baisser la dépense publique. Je crois qu'il faut mieux gérer l'argent des Français. C'est un défi qu'il ne va pas relever. Il commence mal puisqu'il augmente la CSG et massivement. Pour 8 millions de retraités, c'est plus 25% de CSG. Mais il baisse quand même les charges des salariés sur le chômage, sur la maladie, sur tout ça. Ça ne compense pas. Et d'ailleurs, vous avez des retraités qui ne vont pas avoir la suppression de la taxe d'habitation, donc ils vont avoir la double peine. Là encore, la baisse des charges... Ceux-là, ils sont minoritaires. Attendez. 2,5 millions de sortons de la caricature quand même. C'est pas une caricature. 2,5 millions de personnes. Il y a un moment donné, ce que je propose, moi, c'est justement de sortir de ce bonneteau fiscal qui consiste à dire j'enlève aux uns, mais je remets aux autres. In fine, tant que vous ne baissez pas la dépense publique, c'est toujours les Français qui payent. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes. Donc nous, ce que nous proposons, c'est justement une autre gestion de l'argent public pour réellement baisser massivement les charges, baisser massivement les impôts. Et ça n'a pas été fait. C'est un projet qui est porté par la droite et que nous continuerons à porter parce que je crois que c'est le seul qui permettra d'avoir des résultats, notamment sur le chômage et notamment sur le pouvoir d'achat des Français. Le président de la République a reçu des patrons internationaux lundi à Versailles, tout un symbole. Il est aujourd'hui, cet après-midi, à Davos. Il parle beaucoup d'entreprises quand même. Il cherche à faire venir des investisseurs en France. Il a raison ou pas là ? Bien sûr qu'il a raison. Et je ne pourrais pas contester l'idée de vendre l'attractivité de la France. Au contraire, moi-même, à ma petite échelle, à Bordeaux, c'est ce que je fais pour attirer des entreprises. Et ça porte ses fruits puisqu'on a fait x9 en emplois créés à Bordeaux. En revanche, pardon Yves Tréhard, de dire qu'il y a la com, il y a l'image et puis il y a les faits. Vous l'avez dit. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Les entrepreneurs ou les investisseurs étrangers, vous savez, ils regarderont les faits. Les faits, c'est qu'en 2018, le coût du travail en France, il augmente. Et il augmente
De 9 milliards. Néanmoins, ils viennent investir en France. Parlez-moi plutôt des GAFA. Ils viennent investir en France. Pardon, Yves Tréhard, ils viennent non, à vous pouvez pas dire l'invitation. ça. Ils viennent pas se promener, ils créent des emplois. Excusez-moi. Non, vous pouvez pas dire qu'ils viennent se promener. Vous venez de voir Google, Facebook. Ils annoncent des créations d'emplois. Yves Tréhard, est-ce qu'aujourd'hui la courbe du chômage a été inversée? Non, mais c'est pas ça le sujet. Je vous pose des questions. De la com. Moi, ce qui m'importe, c'est pas de la com, c'est eux qui le disent. Je voudrais que vous me parliez plutôt du fait qu'ils ne payent pas leurs impôts ou les impôts qu'ils doivent à l'Europe. C'est encore un autre sujet et j'y reviens dans un instant. Mais arrêtons de tomber dans ce piège, et pas vous, Yves Tréhard, grossier, moi, je tombe pas dans le piège. Qui est de la communication. Je suis journaliste, moi. Je sais que Google dit on va créer des emplois. Qui étaient à Versailles et qui se sont arrêtés sur le chemin de Davos à Paris, à Versaille, c'est très sympathique en termes de communication. Je vous parle Regardons pas de ça, derrière ce que ça rapportera à la France. Je vous parle de Google, je vous parle de Facebook, je vous parle de faits. Je ne vous parle pas de communication. Les faits, ils sont là. Ils créent des emplois ou pas? Oui, ils créent des emplois, mais il y a aussi des emplois. Ne tombez pas dans le travers non plus. Yves Tréhard, il y a aussi tous les jours des entrepreneurs qui prennent leur calculatrice, qui se disent que le coût du travail augmente en France et qu'on va continuer à avoir des emplois qui partent à l'étranger. Est-ce qu'on doit se battre pour qu'ils payent des impôts en Europe et notamment en France? Écoutez, cette question, elle est très intéressante. C'est un sujet que vous connaissez bien. Parce que nous avons besoin, à un moment donné, d'harmonisation fiscale. Notre sujet, il est là-dessus. Tant qu'on sera les mauvais élèves de l'Europe, parce que là encore, j'y reviens, on ne baisse pas la dépense publique. Bien sûr. Tant qu'on aura un impôt sur les sociétés qui sera plus élevé que nos voisins, il ne faudra pas s'étonner, et on pourra avoir tous les aspects punitifs qu'il faut, il ne faudra pas s'étonner que certaines entreprises fassent le choix de se détourner soit des règles en vigueur, soit d'optimiser la fiscalité par ailleurs. C'est pas la France qui est victime de cela, c'est une grande partie des pays européens. Que moi, je suis favorable à une harmonisation fiscale au niveau européen sur un noyau dur des pays européens. Et nous devons, là encore, pour nous offrir la capacité de baisser notre IS, nous devons être plus performants dans la gestion de nos fonds publics. Donc vous avez écrit une tribune d'ailleurs récemment dans le Figaro pour dire que vous étiez pour une Europe des 3 cercles. Oui. Des pays qui veulent vraiment avancer ensemble, des pays de la zone euro et des pays qui sont pour une zone de libre-échange. D'accord. Néanmoins, vous dénoncez l'intention ou l'ambition fédéraliste du président de la République. Qu'est-ce qui vous distingue de lui ? Parce que cette Europe de cercle, il l'évoque aussi. Quand j'écoute son discours de la Sorbonne ou quand j'écoute le discours qu'il a prononcé à Trieste par rapport aux pays Balkans, il était en train d'expliquer, pour moi, il met les cailloux on sent qu'il va dans une direction fédéraliste. Fédéraliste c'est pas comment votre cas. Non, moi je ne suis pas fédéraliste. Je pense que Emmanuel Macron va vers davantage de fédéralisme. Il le dit quand il s'adresse aux pays Balkans en sous-entendant un élargissement de l'Europe. Il le dit aussi quand il veut des listes transnationales. Le fait de vouloir des listes transnationales, c'est pour moi un pas vers le fédéralisme. Et effectivement, je pense qu'il y a une position qui est celle que je préconise pour les Républicains entre un fédéralisme ou une volonté d'être encore plus fédéraliste qui est porté par Emmanuel Macron et le souverainisme caricatural d'un repli sur la France porté par Marine Le Pen. Et Guillaume Pelletier notamment. Nous aurons ce débat dans les mois qui viennent. Est-ce que les élections européennes de 2019 ne risquent pas d'être un rendez-vous qui soit compliqué pour les Républicains finalement, parce qu'on sent bien que chez les Républicains, comme à gauche d'ailleurs et notamment au Parti Socialiste, il y en a qui sont plutôt européens comme vous, et puis d'autres qui sont plus eurosceptiques. Est-ce que c'est pas une ligne de fracture encore, ça ? Vous savez, Laurent Wauquiez, qui vient d'être élu démocratiquement à la tête des Républicains, a dit qu'en juin, nous aurons un Conseil national justement pour rentrer dans ce débat sur la ligne que les Républicains adopteront pour les Européennes. Vous pourrez vous entendre ? Oui, parce que. Je parlais de Guillaume Pelletier. Vous êtes vice-présidente, il est vice-président et il n'est pas vraiment européen comme vous l'êtes. On surjoue souvent nos différences. Je pense qu'à un moment donné, oui, il y en a. Il suffit de le lire et de mettre les tribunes côte à côte. On n'est pas tous d'accord sur tous les sujets. C'est la force de notre famille politique. Cette famille politique, elle doit débattre. Ensuite, elle doit adopter une ligne. Est-ce qu'on sera tous d'accord sur 100% de la ligne qui sera retenue ? Probablement pas. Il y aura des divergences. J'ai donné mon point de vue via une tribune hier dans le Figaro pour justement montrer qu'il y a une voie pour les Républicains d'être
êtes compatible avec Guillaume Pelletier. Mais tombons pas, vous savez, Yves Tréhard, je crois que les Français, ça les intéresse pas de savoir. Ce qu'il représente, lui, c'est une sensibilité des Républicains, on ne peut pas le nier. Et là encore, l'intérêt de l'équipe renouvelée autour de Laurent Wauquiez, c'est qu'elle fait la part à toutes ces sensibilités. Vous pouvez faire liste commune ? Les Républicains vont faire une liste commune pour les européennes. Avec qui commune entre nous, bien sûr. Ceux qui sont plus souverainistes et ceux qui le sont moins. Là encore, on va trancher la ligne, Yves Tréhard. Il y aura peut-être des déçus si la ligne ne leur correspond pas. Moi, je reste convaincue que notre chemin, et nous ne disons pas de façon si dramatique des choses éloignées avec Guillaume Pelletier, il y a une ligne entre les vrais Européens, voire... Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, Yves Tréhard. On a 6 mois pour se mettre d'accord sur ce projet. Ensuite, viendra le temps où on se mettra d'accord sur qui est le mieux à même de porter le projet qu'on aura validé tous ensemble. Je disais en introduction qu'il y a un Conseil national ce week-end qui se tient à Paris. Qu'est-ce que vous en attendez de ce Conseil national? Écoutez, je crois que ça va être le moment de montrer que la droite est de retour. C'était le slogan de Laurent Wauquiez. Non, ce n'est pas depuis le temps. On sort d'une année assez terrifiante avec une campagne présidentielle très douloureuse, des législatives dans la foulée complexes. Et donc, on a simplement besoin de se reconstruire. Ce Conseil national, c'est l'occasion de présenter une nouvelle équipe, une équipe totalement renouvelée, des nouveaux visages, une équipe équilibrée en termes politiques, puisque, comme vous le rappeliez à l'instant, Guillaume Pelletier est plutôt issu de la droite forte, Damien Abad est plutôt d'origine centriste, moi je suis moi-même libérale, pro-européenne, humaniste, vous avez Annie Genevard qui était plutôt filloniste et vous vous sentez bien dans cette famille? Moi, je me sens bien dans une famille qui respecte les sensibilités et qui offre la possibilité du débat. Ça sera le cas. Mais je le crois. La politique, pour moi, c'est le lieu du débat. C'est le lieu de la confrontation des idées, mais respectueusement. Est-ce que vous avez le sentiment d'être audible? On a le sentiment que vous avez du mal à vous faire entendre quand même. Ah bon? Yves Tréhard, aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez de ma tribune sur l'Europe d'hier, est-ce que vous avez entendu plein de gens au sein des Républicains contester ou dire qu'ils n'étaient pas d'accord ou proposer une ligne différente? Pour contrer le gouvernement actuel, on a sur certains sujets, vous avez du mal à vous faire entendre. Ça c'est différent. Vous êtes en train de mettre le doigt sur le fait que, globalement, dans l'opinion publique et aidé en cela par les médias, on a l'impression que Macron... Non, les médias n'aident rien du tout, comme d'habitude. C'est quand même des boucs émissaires faciles, Non, mais c'est pas du tout pour critiquer les médias, c'est pour expliquer qu'on a le sentiment, et qu'on le met en avant, qu'au fond, Macron fait mieux qu'Hollande. Eh bien, c'est vrai, et je m'en réjouis. Macron fait mieux qu'Hollande. Est-ce que Macron est en train de sortir la France de l'ornière? On va lui laisser le temps de le démontrer. Mais les premiers signaux qui consistent à ne pas baisser la dépense publique, qui consistent à continuer à augmenter le matraquage fiscal pour les classes moyennes, qui consiste à avoir beaucoup de paroles, mais pas suivies d'actes, et notamment sur l'immigration, mais on va voir là encore quels seront les projets de loi. Moi, il me semble que nous avons patiemment, tranquillement, à montrer aux Français qu'on a d'autres propositions à faire. Pas à être dans l'opposition systématique, une fois encore, quand il y a des choses positives qui sont... Être dans la proposition. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que je crois qu'il y a une autre voie que de continuer à faire ce qu'on a fait malheureusement beaucoup trop dans ce pays, c'est-à-dire sans arrêt ponctionner ceux qui créent la valeur, c'est-à-dire les actifs, c'est-à-dire les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les TPE, les PME. Non, gérons mieux la dépense publique et montrons l'exemple. Alors on continue. On va continuer avec Virginie Calmès. C'est Julie Coulon-Profisi qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Julie. Bonjour. Alors les questions des internautes. Alors on a une première question d'Alexandre qui nous demande, enfin qui nous dit plutôt, Riester et Solaire sont les Républicains. Riester et Solaire voilà, qui ont quitté les Républicains. C'est ça. Et du coup, qu'en est-il des autres Républicains qui sont devenus constructifs? Et alors? La question. Qu'en est-il des constructifs? Oui, les constructifs. Est-ce que vous avez des regrets qu'ils soient partis?
Écoutez, je vais vous dire, une fois encore, moi, je trouve pas ça très intéressant de s'attarder sur le cas d'individus. On est en train de parler de quelques individus qui, on l'a vu notamment dans le cas de Thierry Solère, ont sans doute eu des choix qui étaient plutôt mus par leur intérêt personnel. Je crois que là, c'est plutôt de l'ambition que des convictions. Non, mais avoir voulu être nommé questeur, ensuite être allé à La République En Marche pour essayer de garder son poste de questeur, mais finalement le perdre. Je crois qu'honnêtement, les Français, ça ne les intéresse pas. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Bon, je considère une fois encore que il n'y a pas. Nous offrons une alternative crédible et différente du projet d'Emmanuel Macron. J'ai pas envie qu'on laisse les extrêmes, et notamment Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, qui sont très éloignés de nous sur leurs propositions et pour lesquelles on n'a rien en commun, être les seuls à être dans une opposition à ce gouvernement. Mais nous, encore une fois, on veut être dans la proposition. Le reste, je vais vous dire, je crois que c'est pas très intéressant. D'accord. Une autre question. Donc on a une remarque de Emmanuel qui nous dit donc les Républicains et Macron c'est la même chose. Que lui répondez-vous? Alors, C'est vrai que de temps en temps, même plus que de temps en temps. Oui, mais les titres sont les mêmes, si vous voulez. Quand Emmanuel Macron dit immigration, on peut se dire ah bah tiens, Emmanuel Macron va s'attaquer au problème de l'immigration. Quand on creuse, on constate qu'en fait, il est en train de parler du droit d'asile, c'est-à-dire un tout petit sous-ensemble de. C'est important, mais c'est un petit sous-ensemble de l'immigration. Et pardon, mais en 2017, on a distribué plus de titres de séjour qu'on ne l'avait fait depuis 40 ans en France. Donc il y a les paroles, les actes. Chiffre 262 000 exactement titres de séjour délivrés en 2017, c'est-à-dire plus 14% par rapport à l'année d'avant. Donc là encore, la politique de la parole et des actes. Parfois dans la parole, je suis d'accord que ça peut être séduisant. La même chose avec les chefs d'entreprise. Il sait être avenant, séduisant vis-à-vis du monde économique. Mais quand vous regardez les faits, quand vous avez votre coût du travail qui augmente, c'est pas favorable à l'investissement ou à la résolution du problème du chômage. Est-ce que vous reconnaissez quand même que les patrons d'entreprise, quand vous faites les sondages, quand vous les interviewez, ils disent la confiance est revenue, on est plus confiant qu'avant. Je vais vous dire tant mieux si c'est le cas et je m'en réjouirais. Maintenant, je le redis, je suis une femme chef d'entreprise. Je pense que les patrons, plus encore et bien plus que les politiques, sont dans le pragmatisme absolu. Ils ont une calculette et ils savent comparer le coût du travail en France à celui des autres pays. Et quand il s'agira de mettre des emplois ou des investissements, ils feront ce calcul. Heureusement qu'on peut encore attirer sur notre territoire des entreprises et des emplois. Mais malheureusement pas à la hauteur de ce qu'il faut aujourd'hui pour résorber le chômage. Et c'est ça notre enjeu collectif. Alors, on a encore une question d'Alexandre qui nous demande, pensez-vous qu'Emmanuel Macron a rendu les autres partis politiques inaudibles? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je pense que d'abord Emmanuel Macron, on le voit, concentre le pouvoir, concentre le rayonnement sur sa personne et d'une certaine façon, La République En Marche est aujourd'hui un parti qui au fond est directement l'application d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs en choisit lui-même le secrétaire général. C'est pas très démocratique. Et de fait, non, au contraire, je pense que les autres partis politiques ont une capacité, là encore, à se faire entendre, à condition d'avoir des vraies propositions à offrir à ce pays. Et je reste convaincue que c'est pas dans l'opposition stérile que ça se fera, c'est dans des vraies propositions, des vraies alternatives qui vont permettre aux gens de sortir de l'image je m'occupe de tout et je résous tous vos problèmes, alors que moi je crois qu'à vouloir s'occuper de tout, on ne s'occupe de rien, que l'État commence à être fort sur ses missions régaliennes, qu'il assure la sécurité des Français, qu'il protège les Français de ces menaces qui nous guettent et surtout qu'il s'attaque réellement au chômage. Dernière question. Alors dernière question, vous êtes un soutien d'Alain Juppé depuis pas mal de temps et beaucoup l'accablent parce qu'il n'a pas payé sa cotisation aux Républicains. Vous étiez, on peut dire. Non, parce que je suis sa première adjointe au maire de Bordeaux. Ouais. Alain Juppé m'a toujours renouvelé sa confiance et souhaite que je continue ma mission à ses côtés. Je pense tout simplement parce qu'il est content de mes résultats aussi, puisque comme je le disais à Bordeaux, on a fait x9 sur les emplois nets créés en 3 ans. C'est beaucoup, on est à 9400 emplois nets créés l'année dernière en attirant Ubisoft, Betclic, Hermès. J'ai beaucoup œuvré à ces installations d'entreprises en local. Alain Juppé a souhaité, et il l'a dit déjà à l'issue des primaires, qu'il voulait prendre de la distance par rapport à la politique nationale. Ouais. Et on voit qu'au contraire, il est très investi à Bordeaux, il est très présent dans la... Il
il se met en retrait de la politique nationale. Il a aussi plus dit... proche de Macron que de Wauquiez quand même, hein. Il l'a dit lui-même. Vous savez, je crois que là encore, c'est un peu caricatural. Est-ce que Alain Juppé est attaché... Son propos est caricatural alors? Non, il l'a jamais dit comme ça, Yves Tréhard. Oui, enfin, il n'a jamais dit je suis plus proche. Il n'a jamais dit je suis plus proche. Il y a même un axe central dont il parle pour les européennes. Il a parlé, et ça c'est très intéressant, il a parlé d'un axe central pour les européennes, et c'est ce qui est intéressant, c'est est-ce que le projet des Républicains que nous allons porter est... Il est invité évidemment au débat. Moi, je crois qu'Alain Juppé est une figure. Sauf qu'il ne paye plus ses cotisations. Oui, mais écoutez, ça le regarde. Je l'ai appris comme vous, je ne le savais pas, qu'il n'avait pas payé ses cotisations. Mais comme ça ne vous a pas échappé, c'était en 2017. Et il a dit qu'il n'avait pas l'intention en 2018, ce qui correspond bien au fait qu'il s'est mis en retrait à la fin de cette période des primaires qu'il a beaucoup accaparé, et dans lequel il avait mis toute son énergie. Ça vous déçoit qu'il se soit mis en retrait? Je crois qu'il a montré à plusieurs reprises dans ses discours la volonté de laisser une nouvelle génération prendre l'organisation du parti. Il a eu des mots très durs pour Laurent Wauquiez quand même, en disant que c'était pas tout à fait sa ligne politique, c'était pas sa sensibilité. Mais Laurent Wauquiez n'incarne pas tout seul la ligne politique. Bien. Il est aujourd'hui à la tête d'une famille politique. Il a le courage, l'énergie et la détermination de reconstruire. Et honnêtement, on voit que c'est pas simple après ce qui vient de se passer. Donc moi, je lui mets au contraire le crédit d'avoir cette volonté-là de s'y coller, d'y aller. Et Laurent Wauquiez, il est entouré de gens qui ont des sensibilités différentes. Alain Juppé, il l'a invité à plusieurs reprises à participer à ce débat. Soit il a envie, moi je le souhaite, soit il n'en a pas envie, et c'est tout à fait respectable. Mais il faut aussi, on ne peut pas d'un côté incriminer les hommes politiques en disant qu'on les voit depuis trop longtemps et qu'ils sont trop présents sur le devant de la scène, et de l'autre s'étonner quand ils veulent prendre un peu de recul et quand ils aspirent à ce qu'une nouvelle génération émerge. Voilà, c'était le talk de Virginie Calmels, qui est la vice-présidente du groupe, enfin des Républicains, pardon, du parti, qui tient son conseil national samedi. Merci Virginie Calmels. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir fait le relais des questions de vous autres, chers internautes. À demain.